Tiers livre, c'est les ateliers d'écriture. On est sur un cycle consacré à l'idée de personnage. Comment j'ai appelé ça? Vie, visage, situation, personnage. Parce qu'on va malaxer ça de toutes les façons. Et puis, c'est un cycle sur un peu plus de 3 mois. On en est juste au début. Bienvenue à celles et ceux qui débarquent. On commence juste. Et donc, c'est vraiment volontaire de se dire qu'au début, on va doucement. Par exemple, la dernière fois, on est parti sur Saint John Perse. C'était pour moi très très important parce que on apprenait à sculpter des petits personnages juste là, en un bout de phrase, en un bout de ligne. Mais pour ça, on les prenait là où on commençait à perdre le savoir sur notre généalogie, où ça s'efface, où on n'a plus qu'un tout petite chose pour attraper ce personnage. Et c'est ça qui a donné cette force éblouissante au texte. Et il y a une autre chose, c'est qu'on attrapait ces personnages dans notre nous-mêmes, dans le fond de nous-mêmes, là où ils sont aussi précieux, là où on est fait nous-mêmes de tous ces personnages. Donc on travaillait sur généalogie principalement. Et c'est ça que je voudrais rebalancer dans autre chose. C'est-à-dire, si on fait la même chose, mais avec ce brassage, et là c'est important, pourquoi? Parce que ce rapport au sujet, à l'individu, maître de lui-même, cette notion même de sujet, dès qu'on parle, on est soi-même au centre du monde, c'est ce qui a fait une bonne partie du chemin littéraire ou de l'organisation même, du statut du discours, du jeu sujet, et ça colle plus avec le monde d'aujourd'hui. Alors évidemment, il y a plein d'œuvres qui viennent chambouler ça, alors peut-être ça va un peu vite déjà tout ça, mais non, allez, on est dans le taf, c'est parti. La rupture, c'est Edgar Poe. Vous vous en souviendrez probablement, l'homme des foules. Vous savez, ce narrateur, justement, le narrateur tel qu'on commence à basculer vers autre chose. Il sort d'une longue maladie, donc il émerge depuis un retrait du monde. Il est dans un café, il y a les lettres du mot café qui s'écrivent à l'envers sur la vitrine. Et puis il est stupéfait par tout ce mouvement à Londres, de toute la foule brassant dans tous les sens. Et puis dans cette foule, quelqu'un qui ne se comporte pas comme devrait se comporter les autres. Et alors, il le suit petit à petit, il sort du café, il va suivre sa trace, et puis va découvrir petit à petit que cet homme qu'il nomme l'homme des foules, eh bien, ne supporte pas d'être seul, c'est-à-dire que quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il se déplace incessamment dans Londres pour être à l'endroit où il peut se fondre dans la multitude. Et je pense que Edgar Poe, là, bon, c'est pas la seule, mais insère quelque chose qui, évidemment, va concerner, premièrement, Baudelaire. Mais... Alors, où on en est aujourd'hui? J'ai amené... alors, justement, c'est ça qui est bizarre. Ça fait des gros bouquins. Je vais vous parler des 3. Mon premier outil, ce sera un Américain qui s'appelle David Foster Wallace. Le pauvre, il s'est suicidé, pendu, à 46 ans, en 2008. Vous voyez, ça fait à peine 12 ans. C'était l'âge aussi où est mort H.P. Lovecraft. L'âge aussi où est mort Baudelaire. Il y a des zones un peu bizarres comme ça. Bon, c'est pas la question. Ce type laisse une œuvre majeure, un gros roman, mais moi, c'est pas par les romans que je le connais. Le premier texte qui m'a vraiment accroché de Foster Wallace, ça s'appelle Consider the Lobster, c'est-à-dire, je sais pas comment on traduirait en France. À propos du homard, considérant le homard. Bon, laissons passer. Mais le homard, sur la côte du Maine, c'est quelque chose de très populaire. C'est un peu comme nos écrevisses de rivière, quand vous êtes à Halifax ou sur la grande presqu'île. C'est là que j'en ai mangé pour la première fois, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Et il y a une fête du homard. Alors cette fête du homard, il y a des espèces de grandes marmites, elles sont énormes. Et puis tous ces gens qui convergent de kilomètre à kilomètre pour s'empiffrer de homard avec de la mayonnaise, avec de la musique kitsch, et puis tout ça. Et ça donne un texte où on a toute cette espèce
de mouvement. Alors autant que j'en parle tout de suite, c'est-à-dire la société devient un mur, c'est-à-dire tout s'entremêle, tout se confond, tout s'agite, tout se bouscule, les sons, les couleurs, les voix, mais surtout toute cette espèce de glauque qu'est une société quand elle a évidemment aboli toutes ces hiérarchies. C'est ça qui est important. Les hiérarchies spatiales sont confondues. Donc il reste quoi? Il reste cette épaisseur humaine. Elle est belle? Elle n'est pas belle? Elle n'a jamais été très belle. Mais dans le roman traditionnel, Bouvard et Pécuchet, Madame Bovary, tous les Zola, simplement, on le prenait sur... on l'exemplifiait. On le prenait sur une histoire. On le prenait sur des individus. On le prenait sur une temporalité, sur une convergence. On le prenait dans un nœud. Proust a défait ce nœud. Dostoïevski aussi. Peut-être que l'histoire récente de ces 100 ans dernière littérature, prenez même Claude Simon, Beckett, etc. C'est comment, là encore, on a écarté ça parce que la notion de sujet repasse à l'extérieur. Mais une fois qu'on a écarté, cet appel au monde, c'est comment aussi lui résister, comment le triturer, le malaxer. Alors, c'est pas des proses qui mettent très à l'aise, c'est pas des choses qui vous montent, qui vous élèvent. On prend à bras le corps, mais dans ce bras le corps, nous, on fait partie de l'ensemble. Alors, pour ça que pour moi, c'est pas indifférent. Et donc, ce statut-là, qu'est-ce qui est important? On est dans de la non-fiction. Oui, puisque l'écrivain, Foster Wallace en est un, comment il s'embarque? Il s'embarque comme journaliste. Alors journaliste, est-ce que ça veut dire quelque chose? Prenez par exemple chez nous Jean Rollin, quand tous ces textes, c'est chez POL, il y a un énorme machin qui s'appelle Histoire de l'ours, ou je sais plus comme ça. Et Rollin, qu'est-ce qu'il met là-dedans? Lui, qui est-ce qu'il envoyait? Qui l'envoyait à l'autre bout du monde? Bien, par exemple, ça pouvait être ce magazine Air France, qu'on a gratuitement dans les avions, mais c'était de la commande. Est-ce que ça le diminue en tant qu'écrivain? Non, mais ça aux US, c'est une tradition qui est ancrée, justement, depuis Edgar Poe. C'est-à-dire que cette commande, cette idée de publier dans des magazines, nous, on n'a pas ça chez nous. Hunter Thompson, tous ceux qui ont mis ça. Alors, vous avez d'un côté In a Cold Blood de sang-froid, Truman Capote. Puis de l'autre côté, les mêmes, ils s'embarquent et puis ils vont au front. Au front de quoi? Au front du monde ordinaire. Alors, pour Foster Wallace, à la fois, évidemment, c'est quelque chose qui vous permet de vivre. C'est l'écriture dans son statut de commande. Ah ouais, nous, ça nous paraît... on ne connaît pas ça, puis on a toutes nos hiérarchies. Mais chez eux, c'est différent. Alors, ce livre-là, pour moi, j'avais tenté en américain parce que je préfère vraiment me bagarrer avec la langue originale, mais j'y arrivais pas. C'était trop lourd, trop difficile. Pourtant, je savais que c'était un monument. Vous écoutez le dimanche, Grain de lettres, Azélie Fayol. Elle rentre là-dedans, elle prend un bout, elle se met à le lire. Et comme par hasard, ce qu'elle lit, c'est le dernier grand truc. Attendez que je vous le retrouve. Ça s'appelle « Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas ». Et voici le début. Là, nous sommes le samedi 18 mars. Et je suis dans le café plus que surpeuplé de l'aéroport de Fort Lauderdale, où pour tuer les 4 heures qui séparent mon débarquement du paquebot de mon vol pour Chicago, j'essaye d'évoquer en une sorte de collage hypnotico-sensoriel tous les trucs que j'ai vus, entendus et faits dans le cadre de la mission journalistique qui s'achève. Alors Azélie décrypte ça avec toutes ces techniques narratives de savante. Alors évidemment, on est dans quelque chose où quand vous aurez fini de lire, eh bien, ce sera le moment où on arrive au moment où il commence à écrire, une sorte de boucle
à la Proust, mais c'est pas en 4 heures qu'on écrit quelque chose comme ça, c'est pas en attendant, mais oui, mais vous êtes jeté du paquebot, vous avez un trou dans le temps, et puis vous êtes encore dans ce truc, dans une salle de café où passent des gens de tous côtés, vous êtes immergé dans ce monde-là. Tenez, je fais une autre digression. Nathalie Sarraute, est-ce que vous avez dans un coin l'usage de la parole? Cherchez dans l'usage de la parole le chapitre qui s'appelle le mot amour. Allez, comment je peux introduire ou utiliser le mot amour? C'est un bistrot de gare, un café de gare, là encore pareil. Mais évidemment, on est à Saint-Lazare ou un truc comme ça. Et puis, il y a des voix, il y a de la fumée, il y a des appels, il y a tous ces bruits et tout ça. Et puis, tout au bout, dans la fumée, elle distingue un couple, des jeunes, et puis tout d'un coup, ils se penchent l'un vers l'autre. Elle n'entend rien, ça. Mais c'est ça pour elle, le mot amour. Vous voyez, on commence à rentrer là dans cette matière qu'on va... Alors, qu'est-ce que c'est cet énorme truc-là? Il y a quoi là-dedans? Bizarrement, il y aurait de quoi faire plusieurs livres. Par exemple, au milieu, il y a un texte sur le cinéaste David Lynch. Même pas mort, ça c'est encore... Voilà, ça c'est David Lynch. Il y aurait de quoi faire tout un petit livre avec son truc sur Lynch. Alors c'est quoi ce texte qu'il, soi-disant, va écrire en 4 heures, mais en pompant toutes ces sensations, ces synesthésies? Eh bien, il est parti faire une croisière sur un paquebot de luxe. Donc vous avez un lieu clos, un champ clos, on vous trimballe, il y a tous les ponts, tous les étages, les bistrots, tout ça, mais il y a l'équipage, il y a ceux qui contrôlent l'équipage, c'est-à-dire les capitaines, les trucs comme ça, les matelots qui sont obligés de sourire pour... Et puis il y a toutes les gens que vous fréquentez dans les salons machin, ou quand vous allez faire du ping-pong, et puis il y a toutes les zones de service, il y a tous les... Enfin bon, comment par exemple la femme de ménage se débrouille pour entrer dans votre petite cabine au moment où vous n'y êtes pas. Donc tout est décrypté, tout est avalé, et il prend le temps de le faire. Mais donc, si sur un de ces paquebots, il y a 2000 ou 2500 personnes, eh bien, toutes ces personnes-là vont traverser incessamment l'ensemble de ces trucs synesthésiques. Et moi, c'est ça que je voulais vous proposer. Alors, je reste un petit peu 5 minutes sur cet énorme bouquin. C'est-à-dire, là, il y aurait presque de quoi faire un petit livre. Quelque chose comme Tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Georges Perec. Mais il y a quoi d'autre? Par exemple, il y a un très long texte aussi, David Lynch, vous savez, le cinéaste, David Lynch, ou La tête sur les épaules. C'est ça, et c'est tout ça. C'est-à-dire que là encore, l'essai sur David Lynch, il y aurait de quoi faire un petit livre. Ensuite, de quoi il parle? De Michael Joyce, tennisman de son état et de son génie professionnel envisagé comme paradigme de 2 ou 3 trucs sur le choix, la liberté, la finitude, la joie, le grotesque et l'accomplissement humain. C'est-à-dire, ce gars, on est dans l'époque de tennisman comme Agassi. Qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a un essai sur la littérature américaine et le rapport à la télévision. C'est-à-dire la passion de l'histoire, la nécessité de se représenter, le statut de l'ordinaire par rapport au tragique. Et puis, dans le même ordre que sa croisière, c'est-à-dire son voyage est payé, lui. Et son voyage est payé en même temps avec la commande de fabriquer ce texte qui va tout décortiquer, mettre à nu, exhiber, donner la violence sociale de ces trucs-là. Évidemment, c'est des magazines pour riches, c'est lui qui le dit, qui lui offre ce genre de plaisir. Bon, lui, il est né dans une zone rurale, l'Illinois, vous savez, tous ces trucs-là, moi, j'ai pas les... culture de ça, mais derrière le Minnesota, tous ces greniers à blé. Et sa ville, évidemment, c'est Chicago. Là encore, mission journalistique. C'est un petit peu le même schéma que pour le homard, mais le homard c'est dans le Maine, et puis c'est un truc comme ça. C'est la foire annuelle de l'Illinois. Et dans cette foire, il y a quoi? Il y a une gigantesque fête foraine avec ses attractions, ces machins, ces grandes roues, ces trucs qui vous font crier, puis comment les types vous manipulent un petit peu pour vous soudoyer les machins. Il y a ces foires de bouffe. Je vous ai mis un tout petit extrait là, aussi dans
le, le petit montage que je vous ai préparé, tout ce qu'on vous propose à consommer, à avaler, et puis il y a les concours. Alors ça, j'en ai pas mis dans le petit extrait, mais ce qui est très impressionnant, c'est que dans cette foire, évidemment, c'est la foule, et c'est la foule contenue, pressée, organisée, poussée, mais elle est à égalité. C'est une foire agricole, donc il y a les concours de génisses, les concours de cochons, les courses de chevaux, et tout ça. Et il arrive à nous emmener dans un truc où l'humain et l'animal sont exactement au même niveau d'essence ou de réalité. Et ce texte, là encore, c'est un texte relativement long, et le titre « Partir loin d'être d'ores et déjà très loin de tout ». Et oui, c'est une espèce d'énorme flux. Dans ce flux, là, mon petit montage, j'ai fait un truc qui n'était pas le projet de Foster Wallace. C'est de saisir à l'intérieur de ce flux. J'ai pas pris les vaches, j'ai pas pris les cochons, j'ai pas pris les lieux, la spatialisation. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important, tous ces espèces de halls de béton, tous ces trucs de fêtes foraines, ces stands, par contre, ramenés là pour 2-3 jours, ces villes éphémères. Il y a une description des chiottes aussi, tous ces trucs. Ouais, mais il y a les gens dans les chiottes, comment ils font? Eh bien, là, par contre, moi, j'ai isolé juste ces façons de saisir des personnages qui passent à l'intérieur de ça. Et ça, c'est ça que je voulais vous proposer. Alors, Foster Wallace. Alors évidemment, là, je pense qu'on a un monument, disons, de la littérature contemporaine, avec cette douleur où on est, comme Édouard Levé, des gens comme ça, que ce type est calé, quoi, qu'il se soit donné la mort, alors qu'il nous laisse un... Non, c'est pas du mythe, tout ça, c'est vraiment un travail novateur dans la forme. Et je crois que ce travail, il est novateur parce qu'il casse les frontières aussi sur ce statut du monde ordinaire, du monde de la mythologie qui fabriquait le roman, et comment simplement dans ce fait de l'immersion dans le monde. Et vous voyez le récit du voyage, Jack London partant sur la mer, mais Jack London, là encore, c'est une tradition qui est très présente là-dedans. Dans quoi on s'embarque ? On fait cette même expédition vers les lointains, où on risque quoi ? On s'immerge dans... Mais c'est aussi la bêtise, c'est aussi le kitsch, c'est aussi la violence qui s'exerce sur vous, parce que, faut tenir dans ces endroits-là. Mais ça se fait où ? Dans le monde ordinaire. C'est-à-dire que pour moi, sur le fond, on est dans un espace qu'on a qualifié, grâce à lui notamment, de non-fiction. Mais cet espace-là, dans cette confrontation au monde, il hérite de toutes ces mythes, tout ce qu'on demandait autrefois au roman, c'est-à-dire de nous représenter, nous, dans notre destin, dans notre appel à ce que notre destin nous emmène. Je dis un peu comme ça, mais je pense que quelque part, cette expérience-là, elle se fait dans le monde. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Évidemment, vous cherchez dans cette tradition américaine, Thoreau, même Whitman et la grande ville, et puis surtout Dos Passos, Manhattan Transfer. Quelqu'un arrive à New York, il n'y a pas de boulot, il y a ces trucs, il y a ces rixes au carrefour, il y a ces scènes de groupe permanentes, il y a cette conjonction dans Dos Passos, des publicités qu'on prend, des voix qu'on entend. Bon, cette tradition-là, lui, il en hérite. Est-ce qu'il en hérite seul ? Non, regardez par exemple Gertrude Stein. Bon, là, par contre, attention, digression 40 secondes max, Gertrude Stein express. Mais j'ai hésité aussi en même temps, parce que ça peut être un petit peu la même chose. Vous savez, elle fait des études de médecine, c'est pas facile, parce qu'elle est lesbienne dans une société qui aime pas ça, et elle travaille dans la médecine, elle a fait le choix de travailler sur la neurologie. Sa famille qui a fait fortune, une famille juive qui fait fortune dans les transactions immobilières. Son père meurt quand elle a 25 ans et son frère 22 ou 23. Ils se retrouvent tous les deux à la tête d'une fortune colossale.
qu'est-ce qu'elle fait avec son frère? Ils viennent à Paris. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans les 10 ans? Elle va faire, dans ces 10 premières années, je crois que c'est 1903, 1913, quelque chose comme ça, mais en 3 vagues successives, parce qu'évidemment, elle ne fait pas que ça. Elle écrit ce livre, plus de 1000 pages, Making Americans, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est tout ce flux, c'est-à-dire, je prends 2 personnages, et puis je prends les 2 qui connaissent, et puis je prends les 4 que connaissent ces 4 personnages, et puis j'augmente comme ça. Viendra un moment où, autour de ce petit noyau, ce petit embryon, j'aurai décrit la totalité des Américains, et mon livre s'arrêtera. Fin du Gertrude Stein Express. Évidemment, c'est du livre impossible, mais il y a cette tradition-là. Et c'est bien aussi qu'on ait ça dans la tête au moment de commencer l'exercice. C'est que l'imaginaire du livre est présent à chaque ligne ou passage que vous l'ouvriez. C'est-à-dire à quelques points qu'on l'ouvre, on revoit ce mouvement qui est en train de se faire. C'est-à-dire à quelques points qu'on ouvre le livre, ces personnages qui viennent, qui circulent, qu'on attrape, qu'on reprend, eh bien, nous disent l'ambition de ce livre, qui évidemment est un livre impossible. Mais il est possible quand même, puisqu'il existe. Making of Americans. Prenez Valère Novarina, La chair de l'homme. Là encore, ça aurait pu être un départ. Je me suis servi plein de fois en atelier d'écriture. C'est la stratégie de Valère quand il écrivait ça. Bon, c'est une pièce qui est beaucoup plus grande que la mienne, un atelier de la ville de Paris. Il écrit sur une petite estrade et il écrit comme si ses acteurs étaient en train de prononcer. Il écrit directement pour les acteurs auxquels il destine le texte. Et là, il avait décidé, t'écris, t'imprimes, tu corriges pas et tu disposes le tirage imprimante sur les 3 parois qui font face à sa petite estrade. Au bout d'un moment, il fallait organiser ça. Donc il décide que sur chaque paroi, en face ou les 2, il y aura des rosaces. C'est-à-dire que les textes s'organiseront de façon radiale, circulaire, et les autres se redévelopperont. Et ces 3 rosaces sont dans le livre. La rosace de départ, c'est quoi? Lui, il est originaire de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. C'est chaque année, au mois de septembre, la fête foraine qui s'installe à Thonon-les-Bains. Je crois qu'il est parti du nombre de verbes d'action qui est dans la langue française. Si je me souviens bien, il y en a 1160 et quelques. Il prend ces 1160 verbes d'action et il organise une action pour chacun de ces personnages au moment où s'ouvre à Thonon-les-Bains, au mois de septembre, pour l'enfant qui attend spectacle récurrent, mais qui grandit irréversiblement d'une à l'autre. Eh bien, ce que font tous ces personnages quand commence à Thonon-les-Bains au mois de septembre la fête foraine. Voilà, on y est à peu près. Ça veut dire quoi? Consigne très précise. Et surtout, vous savez que la vidéo, elle vient... C'est des petits écosystèmes que j'essaye de proposer. Il y a le papier qui va être sur le site. Tout ça va se mettre ensemble. On part pas... On prend du temps. Pour moi, il y a toujours eu quelque chose dans l'atelier d'écriture en présentiel, quand vous êtes avec n'importe quel public. Mais les étudiants, évidemment, en pensant aux dernières années, où le travail de celui qui fait l'atelier, c'est d'écarter. Faut, j'allais dire, les perdre, les étudiants que vous avez devant vous. C'est pas un mot à prendre péjorativement, c'est faire suffisamment d'espace pour que, dans le temps de votre parole, des possibles se soient installés, soient là en latence. Et puis ensuite, il y a ce moment de suspense. C'est-à-dire, non, c'est pas comme ça, il n'y a pas... T'as la proposition, t'as la consigne, t'écris. Non, ça marche jamais comme ça. Prenez le temps, digérez. Allez voir le petit extrait de mon Foster Wallace. Cherchez, il y a toujours des textes en ligne, il y a toujours des trucs. On peut toujours aller voir la vidéo d'Azélie Fayol. Je suis très en désaccord. Pour moi, par exemple, il y a quelque chose de comme ces anciennes figures autrefois de divinité féminine, cette manière de
tout avaler, tout aspirer. Je dis ça exprès pour la provoquer un petit peu. Et elle dit, ouais, c'est du virilisme, de pratique de prétendre épuiser le monde à l'intérieur. C'est une démonstration de force. Non, c'est pas une démonstration de force, parce que ce monde, à chaque fois, nous bouscule, et puis surtout, dans cette espèce de masse abrupte qui font que les êtres sont pas beaux. Enfin, en tout cas, chez Foster Wallace, c'est pas ce que je vous demande de faire. Attention, d'ailleurs, on n'est pas dans la caricature, je vais revenir. Lui, qu'est-ce qui est important dans ce bouquin dont j'ai pas parlé? Tenez, il y a sa photo même, je crois. C'est un travail qui est fait par le Diable Vauvert. Il y a un très beau travail de maquette où la pagination est principalement là, en belle page, tandis que là, vous avez simplement le petit rappel à la transversale de la zone du livre, du chapitre où vous êtes. Donc, c'est-à-dire que le livre est quelque chose d'extrêmement... une espèce d'objet qui vit avec vous. Mais quand j'ai parlé du texte de David Lynch, ou je lui parlais du texte sur qu'est-ce que c'est que d'être tennisman, eh bien, ça veut dire que le héros, ou l'artiste, ou celui qui est seul, ou celui qui transfigure cette dureté du monde en image symbolique, eh bien, il est exactement traité au même point, avec la même langue, de la même façon que celui qui fait tourner la grande roue à la foire de Chicago, ou celle qui essaye de vous fourguer un truc de petit spectacle porno, enfin demi-porno à l'intérieur de cette espèce d'énorme foire où ça bouffe, ça mange, où il y a des animaux partout, où ça pue le cochon, tout ça. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que pour faire le lien avec ce qu'on a fait avec Saint John Perse, moi ce que je vous demande c'est quoi? Vous voyez déjà à peu près, hein. Des conditions, c'est quoi les foules que nous on porte? C'est la foule du samedi après-midi en ville, c'est la foule du samedi soir sur le lieu de la fête, c'est la foule dans la manif. J'ai un copain qui vient de faire un tout petit film sur comment dans ces manifs récemment, par exemple, il y a une espèce de convocation de chanter ensemble. Et alors ce chant est maladroit, ce chant en plus c'est des paroles qui sont contingentes, réinventées sur des vieux airs, et puis ça, il y en a qui sont en retard, etc. Mais cette force collective, elle vient à ce que 40 personnes chantent ensemble. C'est ça que je voudrais. D'aller chercher, chacun pour vous, la foule qui vous concerne. Si c'est un concert de rock avec les Rolling Stones aux abattoirs en 76 et que c'est ça dont vous vous souvenez, allez-y. Si c'est des rêves qui vous ramènent toujours à Bombay, et puis que là, dans cette espèce d'avalement, de frôlement, de myriades, etc., c'est ça qui vous trouble, on peut y aller aussi. Mais ça peut être dans l'enfance. Vous voyez, cette foire-là de Novarina, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Making of Americans, Gertrude Stein. C'est une foule, hein, c'est la foule des gens que toute son enfance a traversé. C'est la foule des gens qui étaient ceux de sa communauté. L'homme des foules d'Edgar Poe. Il est immergé dans une foire. Non, on n'a pas besoin de ça. Simplement, il cherche le brassement de la ville. Donc, voyez-vous, ce serait simplement dire... une fois, j'avais fait ça ici à Tours avec des étudiants d'urbanisme. C'est-à-dire, on était allé dans une petite galerie commerciale, La Riche Soleil. Et déjà, il fallait définir la stratégie. C'est-à-dire, est-ce que tu te mets sur un siège et tu prends des crobards avec la phrase de ceux qui traversent ton champ visuel. Et là, ça correspond à quelque chose qui colle avec notre exercice. Point fixe narrateur, et puis l'arbitraire de ce qui passe, et qu'on va simplement rendre par l'écriture, dans leur mouvement, dans leur regard, dans leur vitesse, dans leurs paroles. Mais d'autres, c'était autre stratégie, c'était de se dire, je prends 2 personnes, je me rappelle un texte avec un couple de vieilles personnes, et l'étudiant les avait suivis pendant 40 minutes. Où est-ce qu'ils vont ? Comment ils passent? Et là, dans ce cas-là, c'est quelle expérience se livre à eux, quel visage, etc. On reste bien sur l'idée des visages et tout ça, hein. Enfin dans l'idée des personnages, c'est pas la spatialisation qui compte. Mais donc à vous de déterminer la taille et l'expérience de
cette chose collective que vous voulez prendre et de savoir comment vous la traversez, temporellement, spatialement, et avec quel rapport d'implication, de participation ou de retrait d'observation. Dans Proust, il y a ça. Prenez le restaurant de Proust, l'aquarium, avec tous ces gens qui mangent et puis tout ce qui se passe de complexe, faire semblant de ne pas se voir, manifester son importance ou ses dédains, et puis en même temps, les gens qui passent sur le remblai de l'autre côté de la vitrine et qui regardent ce spectacle. Bon, Proust sait manier ça. L'ouverture de Guerre et paix de Tolstoï. On est dans quelque chose qui tient. C'est un salon où tout le monde se fond, se mêle. C'est brasser du collectif. Donc voilà. Moi, je suis au bout. Il y a le résumé dans le site. Paniquez pas. Là, c'est une conversation. Cette conversation, elle amène quand même à une consigne. C'est-à-dire, on n'est pas comme dans Saint John Perse avec dire quelque chose d'extrêmement bref, mais qu'on va prendre dans le précieux de soi-même. On est dans une temporalité et une spatialité qu'on a définie, qui implique le passage par un collectif. Là, par contre, c'est à vous de le définir, à vous de le choisir. Et ce qu'on attrape, eh bien, ce sera sculpté, mais précisément parce que c'est loin de vous, c'est hors de vous. Il n'y a pas d'enjeu. Par contre, c'est une matière plastique. Il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a des voix, il y a des visages, il y a tout ce jeu de distance, d'immersion. Et puis, c'est ça que vous allez coller. Alors, j'en reviens à mon Foster Wallace. Lui, pensez bien que quand on ouvre cet espace, que ce soit lui sur sa croisière ou que ce soit sur sa foire à Chicago, c'est 90 pages. Évidemment, vous n'allez probablement pas en faire 90 pages. Encore que. Mais dans ces 90 pages, il y a manière d'avaler. Mais même si vous tenez 3 pages, 4 pages, 5 pages, 10 pages, je le fais exprès. On élargit. C'est de prendre ce charroi. Si dans un coin de chez vous, vous avez encore le Manhattan Transfer de John Dos Passos, allez respirer ce charroi de foule. Mon semblable, mon frère, disait Baudelaire. Est-ce qu'on peut être indifférent à ce spectacle du monde? Non, puisqu'on en fait partie. Et c'est ça l'enjeu. Alors, juste en perspective, pas de panique non plus, c'est délibéré. On a 15 propositions, il y a plus des transversales, des choses. On a le temps, on va aborder le dialogue, la parole, la confrontation, les notions de vie. Tout ça tourne déjà, mais là, pour l'instant, j'ai encore besoin de technique. Rappelez-vous Daumier, par exemple, les peintres. Mais les peintres, il y a toujours eu ça. L'expressionnisme allemand, Georges Gross. Dans ce Berlin des années 20-30, avec des visages distordus, des arrière-plans, des gens saisis en plein dans leurs mouvements, coupés par le cadre. Si vous pouvez aller regarder une toile ou deux de Georges Gross, G-R-O-S-Z, puis reprendre par exemple le wagon de 3e classe de Daumier, ça aussi c'est une foule. Vous remontez un wagon de TGV, et voyez aussi la puissance romanesque, la puissance fictive ou fantastique qu'il peut y avoir aussi là-dedans. Allez, moi, j'ai fait mon taf, mais juste, vous voyez, je voulais finir là-dessus. On est sur quelque chose où il faut avoir la patience, dire qu'on ne demande pas tout encore. On est encore dans de la technique. Et là, la technique, c'est de faire passer en avant les visages et les corps, mais les corps dans leur imbrication sociale. Les corps dans ce qu'ils ont de déformation sociale, dans ce qu'ils ont d'habitus. Le moindre vêtement est un habitus. Allez, ça suffit. C'est la 3e proposition. Et la 4e, vous allez voir, on ne sera pas très loin, mais on va rajouter quelque chose. Ah oui, oh là là, post-scriptum. Et si dans vos pages, que ce soit 3 pages, 4 pages, 5 pages, 10 pages ou 90 pages, dans ce charroi de visages, que vous alliez m'en mettre un totalement inventé, totalement fictif, mais de façon
subtil et que nous, qui lisons, découvrons sur le blog, ne puissions pas du tout décider lequel, dans vos 3 pages, 4 pages, est un personnage fictif, inventé par rapport aux autres. Laissez ça se faire, laissez faire le temps, mais pensez que dans cette trame de foule, un personnage inventé traverse et qu'on ne saura pas le reconnaître. Ça par contre c'est important. À vous d'écrire.